Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Chikapa au Kasaï. C'est l'heure de vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Les catholiques du monde entier ont les yeux rivés sur la chapelle Sixtine au Vatican. Les papes élisent les successeurs du Saint-Pierre. Les portes de la chapelle se sont refermées sur les 133 électeurs en milieu d'après-midi ce mercredi. Des entreprises minières installées sur le territoire occupé collaborent avec les imposteurs. Les vice-ministres des Mines ne les a pas ratés au 18e forum de la chaîne d'approvisionnement sur les minerais à Paris. Vous suivrez dans ce journal. Des villes modernes sont un mélange d'ingénierie et des merveilles architecturales et l'extension de Kinshasa veut s'y conformer. Un concours pour une première édition met en compétition la créativité des jeunes Congolais en architecture et en ingénierie de bâtiments. Voilà pour les titres. Et sur ce plateau, nous recevons Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République pour la lecture de quelques ordonnances. Madame Tina, bonsoir. Bonsoir Madame Nengue. Nous sommes à vous tout à l'heure. Et voilà, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, la patience devra durer une éternité en impression pour les catholiques qui attendent à Bémous Papam depuis le Vatican. Cet après-midi, le conclave pour l'élection du nouveau pape s'est ouvert et 133 cardinaux pour la majorité créée par le pape François y participent. Une tradition millénaire que nous rappelle Edith Chala. Regardez. Coupés du monde pour éviter tout contact avec l'extérieur, 133 cardinaux venus de toutes les régions du monde sont entrés en conclave ce mercredi 7 mai dans la salle Sixtine, aménagée pour la cause. L'élection du souverain pontife est sans candidat ni campagne électorale. L'élection du souverain pontife est sans candidat ni campagne électorale. Elle se déroule selon un rituel inchangé depuis des millénaires. La procession des cardinaux vers la chapelle Sixtine a eu lieu cet après-midi et ils ont tous fait le serment de ne rien révéler sur tout ce qui se passera pendant les moments déterminants de l'élection du 267e pape de l'histoire de l'Église catholique. Le successeur du pape François sera connu lorsque la fumée blanche s'échappera de la cheminée au-dessus de la chapelle Sixtine. À Bémous Papam, nous avons un pape, sera prononcé. Si le plus long conclave est celui de 1268 à 1271 pour élire le successeur de Clément IV depuis 1903, les conclaves ne dépassent pas 5 jours. Il est donc possible de connaître le prochain pape d'ici dimanche 11 mai. Et à Kinshasa, les députés nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. C'était au cours de la plénière de ce mercredi présidée par Vital Kamerhe, plénière qui a abordé plusieurs questions soulevées par les élus du peuple. Voici quelques réactions des députés. Le Kazumba, c'est mon fief électoral. Aujourd'hui, la situation n'est guère satisfaisante. Lorsque vous arrivez à Kaloaloa vers Kasuku, vous verrez que l'administrateur du territoire d'en face de la province du Kasaï, il traverse pour donner des ordres. Tant que la situation n'est pas bien clarifiée, ça crée des conflits d'insécurité. Les gens ne savent pas cohabiter. Il y a eu mort d'homme, il n'y a pas 4 jours. Et entre Dimbelenge et Kabeya Kamwanga, c'est la même situation. La population ne sait pas cohabiter. Tout ça, la cause c'est quoi? Les conséquences du démembrement. Et aujourd'hui, nous avons rappelé, au travers de notre motion d'information, que le ministre de l'Intérieur convoquait la conférence nationale sur la territoriale. Expliquer un peu aux autorités administratives territoriales comment les limites ont été opérées lors du démembrement. Cela va nous éviter les conflits récurrents que nous sommes en train de vivre chaque jour. C'est pourquoi nous avons, devant la représentation nationale, rappelé que cette mesure soit prise pour nous éviter les pires dans notre avenir. Et l'intelligence artificielle ne doit pas étouffer la vérité. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les propos du rapporteur de l'Assemblée nationale pendant qu'il intervenait à la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. L'honorable Jacques Njoli a en outre plaidé pour un encadrement législatif face aux dérivés numériques. Anim Balaka et Patrick Badibanga.
Le fleuve Congo Hotel a servi de cadre à la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, placée sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs hautes personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, ainsi que le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Joly. Ce dernier a axé son intervention sur les droits à l'information à l'ère de l'intelligence artificielle, plaidant pour une législation adaptée et protectrice afin de faire face aux dérives de la désinformation. L'intelligence artificielle offre énormément d'opportunités pour le développement de toutes les sciences, droit, médecine, y compris le travail du journaliste dans la recherche d'informations, mais ça peut être aussi un instrument dangereux des dérives. Voilà pourquoi il faut développer des mécanismes juridiques, des mécanismes administratifs pour réguler ces domaines. Des analystes présents à la rencontre ont souligné que l'intelligence artificielle en pleine expansion pourrait, dans certains cas, surpasser l'intelligence humaine. Le rapporteur Jacques Joly a conclu en insistant sur l'urgence d'adapter la formation des professionnels de l'information aux bouleversements induits par les nouvelles technologies. À la Chambre haute du Parlement, 8 nouveaux sénateurs ont fait leur entrée après validation par la plénière présidée par l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde. Ils sont élus des provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi. Le Sénat a également traité la question orale avec débat du sénateur Célestin Vunabandi adressé au ministre des Mines. C'est un récit de Janine Kalenga, Julien Piana et bienvenue au Salah. Sous la conduite du président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, la plénière de la Chambre des sages de ce mercredi 7 mai s'est abstenue de mettre sur la place publique des informations sensibles du secteur minier concernant une zone sous occupation de l'ennemi sur laquelle des discussions sont en cours pour des accords relatifs à la gestion de ressources minières en traitant de la question orale avec débat du sénateur Célestin Vunabandi adressé au ministre des Mines relative à la problématique du gel des gisements et la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans les projets miniers. La deuxième question orale avec débat programmé ces jours, celle du sénateur Pungé, a été renvoyée pour être examinée ultérieurement. Il faut souligner que les débats qui devaient porter sur la question orale avec débat de l'honorable Vunabandi n'ont pas eu lieu à la suite de la motion incidente de l'honorable Abokecho qui a estimé que les réponses du ministre des Mines pourraient mettre sur la place publique des informations sensibles concernant une zone sous occupation de l'ennemi et sur laquelle des discussions sont en cours pour des accords relatifs à la gestion de ressources minières. Le ministre des Mines invité dans la salle un peu plus tôt a été autorisé à prendre congé de la plénière. Avant tout, la plénière se penchait sur la validation des mandats des 8 sénateurs élus de province du Kwilu et du Nord-Ubangi, ainsi que celui du suppléant de l'honorable sénateur Adolphe Lumanu Mulenda Banasefu. Ainsi, pour la province du Kwilu, les mandats des 8 élus sénateurs, dont une femme, ont été validés. Pour la province du Nord-Ubangi, les mandats d'une sénatrice et des 3 sénateurs ont été également validés. De son côté, le premier suppléant de l'honorable Adolphe Lumanu Mulenda Banasefu a aussi vu son mandat être validé. Ils ont pris chacun leur place au sein de l'hémicycle et ont valablement siégé officiellement pour la première fois de cette mandature. En effet, le rapport de la commission PAJ relatif à l'examen du dossier individuel de chaque sénateur concerné ayant été adopté, il a été considéré que rien n'empêche la validation de leur mandat, ainsi leurs pouvoirs ont été validés à l'unanimité par la plénière. Restons encore au Sénat pour parler de l'opération de nettoyage de l'effectif administratif avec pour objectif mettre de l'ordre dans la gestion du personnel et optimiser l'utilisation des ressources humaines et financières. C'était lors d'une réunion dirigée par le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde Gaëtan Magalano. C'est une vaste opération de contrôle administratif et physique du personnel lancée au Sénat à l'initiative du questeur du Sénat.
mettre de l'ordre dans la gestion de la chambre haute et optimiser l'utilisation de ressources. C'est l'objectif poursuivi. Avec près de 700 agents recensés à ces jours, le Sénat croule sous un personnel pléthorique. Le sénateur Topa Mukengi Shaika Bongo entend désormais savoir qui fait quoi. C'est mercredi 7 mai 2025. Le questeur a réuni le membre désigné pour leur délivrer des orientations strictes. L'honorable questeur a rappelé que la commission devait répondre à 3 questions. Qui est qui fait quoi et comment il le fait. C'est ainsi que, à l'issue des travaux, on devra avoir les résultats suivants. Le premier résultat, c'est connaître les effectifs du personnel du Sénat, savoir dans quelles conditions ces personnels travaillent pour faire des propositions d'amélioration des conditions de travail. Ces diagnostics permettra notamment d'identifier les agents fictifs et d'assainir la masse salariale. Dans l'attente de conclusion de cette évaluation, tout mouvement du personnel est suspendu, y compris les avancements en grade. C'est le directeur de cabinet du président du Sénat qui pilotera cette commission inédite depuis l'installation de la Chambre haute du Parlement, composée de membres de cabinet, du personnel administratif ainsi que du secrétaire général du Sénat. La commission dispose d'un mois pour émettre son rapport. La 22e région militaire, à travers son commandant, le général de brigade Edi Kapend Irung, a sensibilisé les députés provinciaux et les femmes sur la guerre dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. C'était en présence du président de cet organe délibérant, l'honorable Michel Kabwe Mwamba. Regardez. Placé sous le haut patronage de l'honorable Kabwe Mwamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la conférence d'éveil patriotique et de sensibilisation de la femme congolaise face à la guerre dans l'Est de la RDC organisée par la 22e région militaire sous la direction du général des brigades Edi Kapend Irung s'est tenue ce mercredi 7 mai 2025 en présence des honorables députés, du vice-gouverneur, des ministres provinciaux et des sensibilités sans famille, sans société. Et pourquoi pas sa nation tout entière sur l'amour de la patrie et sur les conséquences de la guerre dont elle est la première victime. Ponctué des témoignages poignants des victimes des conflits armés, la conférence a suscité une forte émotion. Elle s'inscrit comme un moment fort dans le processus de renforcement de l'esprit patriotique au sein de la population, en particulier chez les femmes. Le conférencier principal, le général des brigades Edi Kapend Irung, a axé son intervention sur la contribution de la femme congolaise dans la lutte contre l'insécurité. Il a exhorté les participantes à signaler toute menace contre la République et a insisté sur l'importance de préserver la paix dans la région du Grand Katanga. Ça va nous permettre, nous, militaires, d'avoir la force nécessaire de vous mettre derrière nous et nous d'avancer jusqu'à la mort de chacun d'entre nous. Cette conférence s'est clôturée par la remise d'un prix honorifique au général Edi Kapend Irung, marquant ainsi la fin d'un événement symbolique et mobilisateur. Où en est-on avec les différents travaux d'infrastructures routières, la construction de certains ouvrages, les aéroports et bâtiments administratifs lancés il y a peu au Kasaï? En mission officielle à Kinshasa, les gouverneurs du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, et celui du Kasaï, Crispin Mukendi, ont échangé avec la première ministre sur la question. Judith Souminois veut en avoir le cœur net. Chimène Dondo et Pompomba. Le développement de l'espace Kasaï au cœur des échanges entre la chef du gouvernement, Judith Suminotuluka, et les gouverneurs du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, et celui du Kasaï, Crispin Mukendi. Le patron de des provinces sollicite l'accompagnement du gouvernement central pour l'exécution de travaux de construction de routes, notamment la route Kananga-Kalambambouji, celle du barrage hydroélectrique de Katende, du barrage hydroélectrique de Mbombo, ainsi que l'aéroport de Kananga. Oui, il s'agissait de faire un tour d'horizon sur la situation qui prévaut dans nos deux provinces, Kasaï central et Kasaï. Travaux qui sont généralement aujourd'hui à l'arrêt. Demander l'accompagnement du gouvernement central pour que les travaux déjà programmés continuent et que nous ayons dans les délais impartis les ouvrages que nous attendons de tous ces travaux-là.
Non, le gouvernement central est totalement engagé pour que tous ces travaux-là soient exécutés dans les délais. La première ministre Judith Suminwa Tuluka réaffirme ainsi les engagements repris dans le programme d'action de son gouvernement, à savoir investir dans les infrastructures et prévenir le problème d'accès aux services sociaux. Nous vous l'avions dit, nous avons une invitée sur ce plateau. Il s'agit de Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République pour la lecture de quelques ordonnances. À vous, Madame Tina. Bonsoir, Madame Nyangui. Ordonnance numéro 25/205 du 6 mai 2025 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Nord. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 80 et 198 alinéa 2, vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement ces articles 3 et 23. Alinéa 2, vu tel que modifié, complété à ce jour, la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, spécialement en ces articles 158, 162, 170, 173 et 235, vu l'arrêt rendu en date du 21 avril 2025 sous RPR 03 par la Cour d'appel du Nord le 6 mai 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 6 mai 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/206 du 6 mai 2025 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kwilu. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 198 alinéa 2, considérant le dossier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précitée, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'investiture des intéressés, vu l'urgence, la nécessité, l'urgence ordonne. Article 1er est investi gouverneur de la province du Kwilu, messieurs Akamituna Ndolo Philippe. Article 2 est investi vice-gouverneur de la province du Kwilu, messieurs Massa Manki Iziri Espoir. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 mai 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzoka Mollet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/207 du 6 mai 2023 portant admission à titre posthume à l'éméritat d'un haut fonctionnaire de l'administration publique. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69, 79, 81, 84 et 221, vu la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics, du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées, spécialement en ces articles 2, 24 et 26, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement ces articles 1, 2, 17, 74, 77, 80, 105, alinéa 5 et 134, vu l'ordonnance numéro 91-019 du 6 mars
1991 portant règlement d'administration relatif à la carrière et aux fonctions d'inspecteur des finances tel que modifié et complété à ce jour. Vu le dossier administratif de l'intéressé, attendu qu'il ressort de l'examen du dit dossier, que durant son parcours professionnel, le concerné, secrétaire général de l'administration publique, a, dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de celle-ci, toujours fait preuve d'un sens élevé de patriotisme, de dévouement et de probité, rendant avec compétence des bons et loyaux services à la nation en qualité d'inspecteur général des finances, remplissant ainsi les conditions légales d'admission à l'éméritat. Sur proposition donc du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er est admis à l'éméritat à titre posthume l'agent de carrière des services publics de l'État Mavambu Zola Félix, matricule 450-231, fonction inspecteur général des finances, grade secrétaire général, service, inspection générale des finances. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 6 mai 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/208 du 6 mai 2025 portant admission à titre posthume à l'éméritat d'un haut fonctionnaire de l'administration publique. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69, 79, 81, 84 et 221, vu l'ordonnance numéro 91/019 du 6 mars 1991, portant règlement d'administration relatif à la carrière et aux fonctions d'inspecteur des finances telles que modifiées et complétées à ce jour, vu le dossier administratif de l'intéressé, attendu qu'il ressort de l'examen du dit dossier que, durant son parcours professionnel, le concerné a, dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de celle-ci, toujours fait preuve d'un sens élevé de patriotisme, de dévouement et de probité, rendant avec compétence des bons et loyaux services à la nation en qualité d'inspecteur principal des finances, remplissant ainsi les conditions légales de promotion et d'admission à titre posthume à l'éméritat. Sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er est admis à l'honoraria à titre posthume au grade de secrétaire général de l'administration publique et aux fonctions d'inspecteur général des finances, l'agent de carrière des services publics de l'État, Mayenda Makwala Joachim, matricule 440-900, fonction inspecteur principal des finances, grade directeur, service, inspection générale des finances. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 mai 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet.
Ordonnance numéro 25/209 du 6 mai 2025 portant mise à la retraite et admission à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration publique. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 81 et 221, vu la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, spécialement ces articles 2, 24 et 26. Vu les dossiers administratifs des intéressés, attendu qu'il ressort de l'examen des 10 dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu des bons et loyaux services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leur service comme agent de carrière des services publics de l'État, considérant le rapport de traitement des demandes volontaires des départs à la retraite et des recours introduits à la suite des précédentes vagues de départ à la retraite de septembre 2022 et de décembre 2022, qu'il échait de les mettre à la retraite et de les admettre à l'éméritat dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et relatives sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont mis à la retraite et admis à l'éméritat les secrétaires généraux dont les noms, post-noms et prénoms et matricules ci-après. Affaires coutumières. Kalala Maïmala Claude, 487 560. Affaires sociales. Kaloumé Diaïlé Hilaire, 411 011. Assemblée nationale, Majubole Modrique Patrice, 292 343. Communication et médias, Mutombo Pamba André, 424 251. Conseil d'État, greffe, Ekatou Limbele Jules, 162 988. Conseil d'État, parquet général, Mouipataï Lukumwena Jacques, 684 445. Cour de cassation, greffe, Olombe Lodi Lomama Charles, 058 688. Cour de cassation, parquet général, Amici Omete Alexis, 167 466. Cour constitutionnelle, greffe, Aounja Ntia Wa Bossolo François, 162 977. Cour constitutionnelle, parquet général, Kapenda Kasuku Justin, 161 146. Droits humains, Bandui Samene Tembela Joséphine, 402 511. Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Nepa Kabala Christine, 402 815. Enseignement supérieur et universitaire, Lumande Kassali Joseph, 293 437. Hydrocarbures, Ngoi Masuka Désiré, 397 137. Inspection générale des finances, Alingete Kei Jules, 450 204. Bampelenga Iomi, 467 778. Diamasumbu Mukanga, 450 209. Kabanangi Luimbi, 450 212. Kabisoso Kapinga, 450 213. Kande Mbia, 450 215. Kainda
Lukusa 467 784, Kapuku Chipepele 450 216, Kazadi Wamutombo Beni 450 219, Kibal Mpwei Mpial 450 220, l'État Kabasele 450 221, Lowasi Is Eto 467 786, Lumoki Balueka 450 223, Lutondo Nzobidilu 450 225, Matadi Lukula 450 229, Mukala Liria Kambale 467 790, Mutombo Kalonji 450 235, Mouzeze Nzo Ndibu 450 236, Moirabu Mwemena 450 228, Kanga Bokanga 450 239, Kwanga Mbwinga 450 242, Omaloete Katako 450 241, Osomba Wediko 450 243, Samolia Mono Mato 450 245, Tuamona Mubiai 450 250, Chibangu Lumwela 467 799, Umba Di Dangi 450 251, Wangibo Lokonge 450 252, Yemba Kuminga 467 800. Inspection générale de la territoriale. Moukins Kakez Joseph 489 045. Inspection générale du travail. Mouavou Sakoulou Toussaint 389 429. Poste, télécommunications et technologies de l'information et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ikimba Bongelo Vincent 424 586. Chipromode Kadumba Mujijima Isabelle 301 993. Prévoyance sociale. Massassou Lufutu Jean 452 856. Reconstruction Ingwala Longwemba Omer 439 830. Secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO, Liema Ibongo Bautier Lazare 307 066. Santé publique. Bilonda Ntumba Bapa Banga Léontine 124 887. Mingina Bouelieng Constantin 258 429. Muyolo Bo Thomas 108 791. Okele Omoy Marie-Louise 200 935. Chibonge Ilunga Alidor 127 340. Tourisme. Kibalibali Moussombois Misangano Paul 265 767. Urbanisme et habitat Maboulena Massamba Adolphe 435 583. Article 2.
sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 mai 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kizokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/210 du 6 mai 2025 portant dissolution du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69 et 79, vus tels que modifiés et complétés à ce jour, l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 20/018 du 6 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un fonds national de solidarité contre le coronavirus, en sigle FNSCC, vu l'ordonnance numéro 20/034 du 2 mai 2020 portant nomination des membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Considérant qu'en date du 5 mai 2023, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en sigle, a déclaré la fin de l'urgence sanitaire mondiale du Covid-19, considérant qu'en conséquence, le Fonds national de solidarité contre le coronavirus n'a plus de raison d'exister, vu l'urgence et la nécessité ordonne. Article 1er, le Fonds national de solidarité contre le coronavirus est dissous. Article 2, l'ensemble de son actif net est transféré à la gestion du gouvernement dans le respect des attributions des ministères et structures ayant été impliqués dans la riposte contre le Covid-19. Article 3, la présente ordonnance abroge 1. L'ordonnance numéro 20/018 du 6 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Fonds national de solidarité contre le coronavirus, en sigle FNSCC, tel que modifié et complété à ce jour. 2. L'ordonnance numéro 20/034 du 2 mai 2020 portant nomination des membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Article 4. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 6 mai 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 6 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kizokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/211 du 7 mai 2025 portant nomination d'un inspecteur général des finances, chef de service, et d'un inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 79 et 81, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, vu le décret loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980 portant code de conduite
portant création du ministère de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 87-323 du 15 septembre 1987, portant création de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, telle que modifiée et complétée à ce jour par l'ordonnance numéro 23/117 du 24 septembre 2020, spécialement ces articles 4, 7 et 9, vu l'ordonnance 019 du 6 mars 1991, portant règlement d'administration relatif à la carrière et aux fonctions d'inspecteur des finances, tel que modifié et complété à ce jour par l'ordonnance numéro 20/137 du 7 juillet 2023, spécialement ces articles 4 et 5, vu l'ordonnance numéro 10/014 du 2 janvier 2010 portant nomination des agents de carrière des services publics de l'État du ministère des Finances, inspection générale des finances, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu les dossiers administratifs des intéressés considérant la vacance déclarée au poste d'inspecteur général des finances, chef de service, et d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, attendu qu'il s'y de pallier cette vacance pour permettre un fonctionnement optimal et régulier de l'inspection générale des finances au regard d'importantes attentes placées dans le travail de cet organe supérieur de contrôle et d'audit des finances et des biens publics, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, Messieurs Bitassimois Bailly Christophe, matricule 450-208. Article 2, est nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, messieurs Chibingu Nsenga Emmanuel, matricule 450-247. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 mai 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kizokamole, directeur de cabinet. Madame Tina Salama. Poursuivons ce journal Retour en images sur la plénière de l'Assemblée nationale qui a déclaré recevable la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo avec Anim Balaka. Regardez. Réunis en séance plénière ce mercredi 7 mai 2025, les députés nationaux ont déclaré recevables deux propositions de loi majeures. Il s'agit de la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Aussi, de la proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que déjà modifié à ce jour. Portée par les députés Tade Katembo et Alexandre Kambale Mouassa, la première initiative législative répond à une urgence nationale. Cette loi vient combler ces vides juridiques dans un contexte où les indicateurs sont alarmants. Le texte comprend 11 titres, plusieurs chapitres et 51 articles. Il définit les objectifs stratégiques de la RDC en matière de sécurité alimentaire, propose une architecture institutionnelle allant du sommet de l'État aux entités décentralisées et identifie
identifie les sources de financement avec un accent mis sur une meilleure articulation entre les secteurs miniers et agricoles. Honorable Bazizane et beaucoup d'autres membres de la conférence des présidents avaient souhaité que nous convoquions les ministres sectoriels. Nous venons de le faire, donc demain, nous allons passer en revue toute la problématique des érosions, tous les problèmes des trous dans la ville de Kinshasa et des catastrophes avec le pluie. Les ministres de l'urbanisme et habitat, le DG de l'OVD, d'autres autorités gouvernementales seront avec vous demain ici. La plénière a ensuite donné lieu à une série de questions orales avec débat. Pendant près de 3 heures, les élus ont soulevé des préoccupations liées à leur circonscription. Érosion, conflit communautaire au Grand Kasaï ou encore la situation préoccupante des 15 000 réfugiés sud-soudanais dans le nord du pays. Plusieurs députés ont dénoncé l'absence des réponses des membres du gouvernement à leur interpellation. En réponse, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reconnu la légitimité des plaintes des élus et a annoncé les débuts dès ce jeudi des séances plénières dédiées au contrôle parlementaire. Moïse Kamboulou, gouverneur du Kasaï central en visite officielle à Kinshasa, a eu des entrevues avec le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, le directeur général Nico Nzaounzaou, pour une séance de travail axée sur l'évaluation des projets développés dans cette partie du pays. Regardez. L'état d'avancement de travaux de la route Kananga-Kalambambouji de la province du Kasaï central. La mise en œuvre imminente du projet de dotation de la ville de Kananga, son chef-lieu d'un stade moderne, ont été au centre de cette séance de travail entre la CGT, SISCS et le gouverneur de la province Moïse Kamboulou ce mercredi 7 mai 2025 au siège de la CGT à Kinshasa. On en retient que les travaux du stade seront lancés incessamment et les travaux de praticabilité des 230 km de la route Kananga-Kalambambouji ont atteint les points kilométriques 120 et se poursuivent en direction de la rivière Kasaï à frontière avec l'Angola. Le gouverneur fait ici les résumés. Il s'est agi de faire un tour d'horizon sur l'état d'avancement des travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Et je crois que nous avons eu à nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. J'ai demandé que les travaux de construction et de modernisation commencent maintenant avec la construction des caniveaux, pas seulement les assainissements. Parmi les contraintes rencontrées, l'acheminement pénible des engins au départ de Kinshasa avec un tronçon difficile à partir de Kamwesha. Par endroits, les engins passent à Gay dans les rivières avec tous les risques d'avarie à la suite de la vétusté et de la petitesse des ponts. Au chapitre des acquis du projet pour les travaux définitifs, l'installation des 3 unités importantes, celle des concassages d'une capacité de 350 tonnes de matériaux par heure, celle de malaxage de béton et celle des productions des enrobés qui en est en cours. Et les réformes mises en œuvre au sein de l'administration publique, notamment la nouvelle politique salariale, va bénéficier de l'accompagnement mieux du soutien du Fonds monétaire international. Une délégation du FMI en a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Nadine Kilocho, Moké Malouma et Cédric Enina. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a conféré le mardi 6 mai 2025 avec la délégation du Fonds monétaire international. Évaluation faite, les avancées et progrès réalisés dans le cadre de la réforme de l'administration publique ont été salués par la délégation du FMI qui a réaffirmé son soutien aux initiatives en cours, notamment au processus de la mise en place de la nouvelle politique salariale voulue juste et équitable, dont les travaux de l'élaboration ont été lancé le 24 avril dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons fait le point avec le VPM sur les réformes, y compris la nouvelle politique salariale qui est envisagée, et donc qui nous a décliné les grandes lignes de cette politique qui est envisagée. Donc nous encourageons le gouvernement à continuer ses efforts dans le domaine des réformes de la fonction publique pour qu'à terme on voit des impacts assez importants sur la trajectoire de la masse salariale qui a un impact sur les finances publiques pour dégager aussi des ressources importantes pour la mise en œuvre
des priorités du gouvernement en termes d'infrastructures et autres actions importantes. Nous sommes prêts toujours à collaborer, y compris avec nos experts, pour soutenir les différentes réformes dans ce secteur. La collaboration entre le gouvernement et le FMI marque un tournant dans l'engagement de la RDC à renforcer ses institutions et promouvoir une administration publique plus moderne, inclusive et performante au service des citoyens et du développement national. Les anciens agents et cadres de la GECAMIN ont vu partir en fumée toutes leurs cotisations sociales qui n'arrivaient jamais à la CNCS. Touché par le calvaire de ce personnel de la GECAMIN à Likassi, le notable Jean-Rémy Kanyama est venu plaider cette cause en compagnie de l'honorable Eliezer Tamboué auprès du ministre du Portefeuille. Regardez. Souci du calvaire que connaît le personnel de la GECAMIN à Likassi, le notable du coin Jean-Rémy Kanyama Mobiaï a été reçu ce mardi par le ministre d'État du Portefeuille Jean-Lycée Boussa. En sa qualité de président fédéral du parti politique, Jean-Rémy Kanyama a été conduit auprès du ministre par l'honorable Eliezer Tamboué, président de cette formation politique. Ces défenseurs des droits des opprimés a plaidé pour les cas des anciens agents de la GECAMIN dont les cotisations de leur salaire ne sont pas retracées au niveau de la CNCS. J'ai vu que son excellence est déterminé et il était déjà au courant. Et il faut dire qu'il n'y a pas que la GECAMIN, il y a d'autres entreprises. Et je suis satisfait. Le ministre Boussa lui a promis de son implication avec assurance que le gouvernement s'y attelle déjà pour résoudre ces problèmes. Il nous a rassuré que la solution était déjà en voie d'être trouvée. Il y avait déjà un montant qu'il fallait pour essayer de lancer la machine au niveau de la CNSS. Donc cet argent devra être déposé au niveau de la CNSS et après on devra y aller étape par étape. Mais au moins c'était une solution déjà en vue. Ainsi dit, le défenseur des droits des faibles est reparti satisfait et rassuré pour l'implication du gouvernement de donner des solutions idoines à ces cas sociaux des anciens agents et cadres de la GECAMIN. Et le monde entier célèbre le 7 mai de chaque année la journée des orphelins du sida autour du thème Zéro discrimination. Nous sommes solidaires. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziz Amounana, a partagé la joie de vivre avec les orphelins et enfants affectés par le VIH-Sida. Edith Chala. À l'occasion du 7 mai 2025, journée des orphelins du sida, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziz Amounana, s'est rendue à l'orphelinat OES pour célébrer cette journée avec les enfants orphelins du sida. Pour lui souhaiter la bienvenue, ces orphelins du VIH ont déclamé des poèmes qui n'ont pas laissé indifférente Nathalie Aziz Amounana, en présence des éducateurs et assistants sociaux. Chaque sourire cache une histoire et chaque main tendue est un pas vers l'avenir. Votre présence est un geste fort qui nous donne du courage pour continuer à croire à nos rêves. Merci de prendre le temps de venir à notre rencontre et de partager un moment avec nous. Je dis et je vous remercie. Placé sous les thèmes Journée Zéro Discrimination 2025, nous sommes solidaires, Nathalie Aziz Amounana a réaffirmé son engagement envers les enfants et futurs bâtisseurs de la nation. Aujourd'hui, je vous invite à unir nos forces. Chaque action compte, qu'elle soit petite ou grande, que ce soit par le bénévolat, des dons matériels ou simplement en offrant un sourire et un mot d'encouragement. Chaque geste peut faire une différence. Ensemble, nous pouvons bâtir un futur où aucun orphelin du sida ne sera laissé pour compte. Pour lier l'utile à l'agréable, Nathalie Aziz Amounana a distribué les vivres et non-vivres à la grande satisfaction de ces orphelins du sida. La République démocratique du Congo, pays solution à la crise énergétique mondiale, fait entendre sa voix à la 18e édition du Forum sur les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais qui se tient à Paris, en France. Prenant la parole, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a fustigé l'attitude de certaines entreprises minières basées sur les territoires occupés avant de saluer les efforts du président de la République à rétablir la paix durable sur l'ensemble du pays. Regardez.
À la 18e édition du forum OCDE sur les chaînes d'approvisionnement responsables des minéraux qui se tient à Paris en France, le vice-ministre des Mines Godard Motemona porte haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Devant les ministres africains des Mines, il a réaffirmé l'engagement de 100 pays sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduit en actes par le gouvernement souminois, à jouer pleinement son rôle de pays solution dans la transition énergétique mondiale. Je voudrais ici réaffirmer la détermination de la République démocratique du Congo à jouer son rôle comme pays solution dans le processus de la transition énergétique sur lesquels la planète entière s'est résolument lancée. C'est dans ce contexte que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a amélioré la gouvernance du secteur minier en promouvant une exploitation de nos ressources minérales au travers des partenariats stratégiques gagnant-gagnant. C'est ici pour moi l'opportunité de fustiger une exploitation non conventionnelle de dites ressources dans certaines entreprises à l'instar des Traxis. Godard Motemona a également salué l'adhésion de la République démocratique du Congo aux initiatives internationales pour une exploitation responsable malgré les défis sécuritaires, en particulier dans l'est du pays. Il a conclu en réitérant le souhait du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de voir les efforts de paix aboutir à des résultats concrets et à une paix durable. Revenons au pays où 2 élèves d'une dizaine d'années de l'école internationale Marif viennent d'innover. Ils ont conçu et fabriqué une prothèse d'une main robotisée pour les blessés de guerre de l'Est de la RDC et autres accidentés. Une main électrique qui répond à la commande du cerveau. Le prototype de cette invention a été présenté hier. Eric Abamba. Porté jalousement entre les mains de cet élève, une invention qui va révolutionner les mondes scientifiques congolais. C'est le prototype d'une main robotisée conçue et fabriquée par ces 2 élèves, tous de la 4e année des humanités scientifiques de l'école internationale Marif. Une prothèse à 5 doigts sur mesure qui peut effectuer des mouvements beaucoup plus fluides et naturels, contrôlés par le cerveau grâce à son système informatisé. Grâce à des fils de pêche et grâce à du plastique utilisé, nous avons pu connecter le cerveau moteur directement au doigt, qui va nous permettre d'avoir cette sensation-là de pousser, tirer avec la main. La main fait des mouvements de rotation plus complets et plus précis, ainsi que le mouvement circulaire du poignet. Une invention conçue beaucoup plus pour les blessés de guerre de l'Est du pays, mais aussi pour d'autres accidentés. Ça mieux vaut sauver des vies que laisser des gens mourir à cause de ce genre de problème, alors que nous sommes là, nous pouvons régler ça. Le projet est à développer, on ne va pas l'abandonner. On fait ça pour le pays, pour l'Afrique, pour nous tous ici, pour nos confrères de l'Est surtout. Donc ce n'est pas un projet abandonné. Ces projets de ces élèves de l'école internationale Marif viennent aussi de rafler un prix lors de la foire de la science organisée à Abidjan. Une œuvre qui a aussi réjoui le directeur pays de la Fondation Marif. Nous sommes très honorés, très heureux et nous essayons de former une génération qui est productive et utile à son pays. Une première phase de test est réussie. Pour réaliser d'autres prototypes, ces 2 élèves d'une dizaine d'années espèrent que certains partenaires les aideront à passer à l'étape supérieure. Et Kinshasa vient de lancer la première édition du concours d'ingénierie et d'architecture, un événement organisé en partenariat avec le projet d'extension de la ville. Cette initiative vise à stimuler la création des jeunes professionnels et étudiantes dans ce domaine stratégique tout en apportant des réponses concrètes. Chez Mendondo. Dans le cadre de l'ambitieux programme d'extension de la ville de Kinshasa, une initiative visant à répondre aux défis croissants de l'urbanisation dans la capitale de la République démocratique du Congo, c'était la première édition de la conférence et concours Kiamona Campus Lab. Cette première édition a réuni plus de 5000 étudiants issus de 3 instituts majeurs, INBTP, ESAU et l'Académie de Beaux-Arts. L'événement a été marqué par une grande conférence animée par le personnalité imminente. Ce très grand projet aujourd'hui suscite un intérêt au niveau national, on le voit ici,
mais au niveau aussi international des différents partenaires, nous en sommes nous-mêmes très satisfaits et très étonnés. L'innovation que vous allez apporter à ce projet, le côté, l'âme que vous allez donner est très importante. Nous avons déjà plusieurs architectes et ingénieurs congolais qui vont participer dedans, mais la jeunesse, c'est la fraîcheur. J'ai senti dans vos discours, je suis vraiment impressionné et très satisfait de sentir à quel point il y a un engagement et un souci de pouvoir faire les choses. Pour s'étendre sur 43 000 hectares dans la commune de Maluku, la nouvelle ville ambitionne de désengorger Kinshasa, aujourd'hui peuplée de plus de 17 millions d'habitants. Le lancement officiel de travaux est attendu en juin prochain. Et en politique, lors d'une rencontre de haut niveau, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, a rappelé l'article 213 de la Constitution qui attribue exclusivement au président de la République le pouvoir de signer et de ratifier les accords engageant la nation. Cette précision a été faite au cours d'un échange avec l'honorable Didier Mbouimundala du processus de paix dans la région des Grands Lacs. Robert Ndaï, JCC. Le président de l'Action des Alliés pour l'essor du Congo, honorable Didier Mbouimundala, membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, a exploré avec le secrétaire permanent le rôle des États-Unis dans le processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo. L'honorable Didier Mbouimundala a mis l'accent sur l'importance d'une approche collaborative entre les membres de la plateforme présidentielle et félicité le secrétaire permanent pour les travaux abattus jusqu'alors. Il est en train d'abattre un travail de titan pour la visibilité et la redynamisation de notre famille politique, comme lui avait donné la mission le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre autorité de référence. Le secrétaire permanent André Mbata Betokome Soumangou a lui partagé avec son hôte sur les stratégies diplomatiques de la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous deux sont d'accord que le pays ne sera jamais bradé, serment du garant de la nation. Il ne faut pas suivre nos détracteurs. Ils sont là pour dire n'importe quoi. Il y a des négociations qui se font, c'est pour que la paix revienne en RDC. Le souci, c'est la paix. Mais ce ne sera pas la paix pour brader le pays. C'est faux et archi faux. Donc, que tout le monde s'apaise, le Congo sera réunifié, la paix va revenir et le développement est au rendez-vous. Pour le professeur André Mbata Betokome Soumangou, c'est référent à l'article 213 de la Constitution, seul le président de la République détient le pouvoir de négocier et de ratifier le traité et accords internationaux. Le Parlement n'interviendra qu'à l'étape de la ratification, a dit le professeur Mbata à son hôte, répondant à une classe politique qui pense que le pays est bradé. Parlons à présent des réseaux des femmes solidaires internationales. Ce réseau a désormais un bureau de représentation dans la province du Haut-Katanga. Sa présidente, Madame Lina Pembe, l'a installé à l'issue d'une matinée avec les femmes leaders. Diane Balaka. Après l'étape de Paris en France, l'équipe de Madame Lina Pembe a mis les caps de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Il est question pour l'équipe dirigeante du réseau des femmes solidaires internationales que dirige Lina Pembe de procéder à l'installation du bureau de représentation pour le Haut-Katanga. Avec beaucoup d'émotion que je suis aujourd'hui à Lubumbashi, reçue par l'équipe femmes solidaires de Lubumbashi, avec la vice-présidente de Kolwezi. Donc c'est vraiment une joie immense de se retrouver dans cette province. Ce réseau de femmes solidaires internationales regroupe des femmes battantes avec comme visée l'entraide mutuelle et l'encadrement des femmes dans leur secteur d'activité. Si je dois acheter, je suis en train de construire, si je dois acheter le matériel de construction, je n'irai pas ailleurs. Je vais demander d'abord, s'il vous plaît, qui parmi vous vend les matériaux tels. En plus de la RDC, ce réseau des femmes est aussi installé en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, aux États-Unis, pour ne citer que cela. Et pour finir, la présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa mène un plaidoyer auprès de la SNEL pour les abonnés de Kinshasa-Ouest en général et du quartier Massikit en particulier. Par son directeur général, la SNEL est attentive et prête à répondre. Edith Chala. La redevabilité, la SNEL est prête et se livre déjà à l'exercice avec les députés provinciaux qui se sont rapprochés d'elle.
La première vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Chinyama, qui porte les doléances des habitants des quartiers Masikita et environ, a trouvé une oreille attentive auprès de Fabrice Lusinde, directeur général de SNEL, accompagné de la directrice générale adjointe. Bienvenue Mouniango. Nous sommes là pour la redevabilité, nous sommes là pour améliorer la desserte. Aujourd'hui, on est dans une logique vraiment de créer des synergies, de mutualiser les efforts pour avoir des résultats palpables, concrets et surtout qui s'inscrivent dans la durée et qui répondent aux attentes des uns et des autres. Faire une descente sur terrain pour savoir effectivement c'est quoi le problème. Est-ce que c'est question de surcharge, les transports, les équipements qui sont sur place ne répondent plus aux attentes de la population. Si ça se trouve, on va renforcer les capacités des équipements. Mais en somme, on va trouver la solution adéquate, comme nous sommes en train de faire partout dans toute la République de Kinshasa pour la satisfaction de la clientèle. Un travail de longue haleine est en cours pour donner des solutions aux différents problèmes de la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa. À l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kebouya vient d'installer les nouveaux comités dans différentes fédérations de Kinshasa. Regardez. Les enjeux politiques et sécuritaires actuels du pays imposent la mise à jour à l'Union pour la démocratie et le progrès social pour mieux les aborder. C'est dans ces cadres que le secrétaire général, faisant office du président intermédiaire du parti présidentiel, a procédé à la restructuration des fédérations de l'UDPS de l'extérieur du pays. Question de redynamiser des activités du parti et soutenir les efforts diplomatiques du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener la paix dans la partie orientale du pays. C'est devant la presse que le porte-parole intérimaire du parti, Clément Barout Limbaya, a rendu public ses nominations. Le secrétaire général faisant fonction de président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, considérant l'exigence de relance et de redynamisation des activités du parti dans la Fédération d'Afrique du Sud, considérant les conclusions et recommandations des assises des États généraux de fédération tenues à Kinshasa en décembre 2024, la présidence du parti a entendu, sur proposition du secrétaire national aux relations extérieures, vu la nécessité et l'urgence des sites et désigner représentant président du comité fédéral, M. Didier Dikamba. Plusieurs fédérations sont concernées par ces nominations, en l'occurrence celles de l'Allemagne, Cameroun, Angola, Canada. La liste n'est pas exhaustive. Voilà, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Mbanzangungu dans le Congo central et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Anita Luambois. Demain 7h, Mira Ndeke. Moi, je vous reviens à 20h avec le même plaisir. Au revoir et à demain.